Bah oui. Donc c'était notre trailer pour Greenlight. Greenlight, c'est la façon d'accéder à Steam. Et c'est bon, c'est réglé. En combien de jours? En combien de jours? En 8 jours. C'est assez record, mais honnêtement, comme on ne sait pas comment Steam fonctionne, on ne peut pas dire yes, on est trop fort. C'est juste le hasard, c'est quand même pas mal. Ensuite, alors ouais, la présentation s'appelle Small Big. C'est né d'une quête de comment avoir plus d'impact alors qu'on n'est pas beaucoup et alors qu'on a peu de moyens. Comment concentrer l'impact? Donc la réponse, c'est des petits détails, mais on va voir des exemples précis. Alors, d'où est née cette réflexion? Je faisais une vidéo il y a un peu plus d'1 an pour notre premier jeu, MacGuffin, et c'était une vraie vidéo avec des sous-titres parce qu'on ne comprenait pas ce qu'on disait. Et on disait, ouais, il faut vraiment que les gens lisent nos sous-titres, c'est important. On se dit, bon, bah, on a qu'à les mettre plus gros pour que tout le monde les lise. Et en fait, on a fait le contraire, on les a mis en plus petit, parce qu'en plus petit, qu'est-ce qui se passe là? On dirait une image d'internet un peu débile, et là on dirait vraiment une screenshot de film. C'est que ça laisse de la place à tout ça pour exister, et donc ça change l'échelle de l'image. Voilà. Ici c'est pareil pour ça, on se dit, quelle taille il fait ce cube là? Si on a ce gazier là à côté, ou le tout petit, c'est pas du tout la même échelle. Donc tout est relatif, facile de dire ça. Et je vais vous montrer des listes, des exemples variés donc sur l'interface, parce que c'était le focus principal. Ensuite un peu dans le level design et un peu dans les interactions. Donc l'interface, voilà, Minecraft, c'est pas l'interface qu'on a d'habitude sur Minecraft. Si on mettait si gros ces infos-là, alors que c'est les plus importantes, je sais pas si les joueurs apprécieraient autant. Donc Minecraft, c'est comme ça, à peu près comme dans tous les autres jeux. Taille moyenne, réflexion standard. Je vais vous montrer aussi sur les menus. Ici, Sumper, comme plein de jeux indés depuis peu, ils se concentrent sur vraiment un élément de gameplay et ils peuvent le faire transparaître dans le menu. Déjà, je sais pas si vous avez déjà joué, mais là c'est le jeu derrière. Donc on est direct dans le jeu, on lance le jeu, là t'as que 4 options, rien d'autre. Si vous ouvrez la plupart des jeux, vous avez plus que 4 éléments dans le menu. Ensuite on a Devil Daggers ici. Pareil, 4 éléments dans le menu, même pas de titre, juste ces crânes qui défilent avec un son relativement atroce. Donc ça nous met direct dans le jeu aussi. Quantité d'infos minimum pour plus d'impact. Ici, ça c'est assez intéressant, Minimetro, ça c'est in-game. Mais le jeu a une interface, donc il n'y a même pas d'infos, il n'y a même pas de HUD avec des scores, des machins, des stats, parce que ça, c'en est une. Et donc on peut me dire, ok Corentin, c'est génial, mais si je veux faire un FPS et que je veux pas mettre de HUD, comment je fais? Bon, il y a ça, mais il aurait pu trouver un truc. Et ben, dans Devil Daggers, à nouveau, pas de HUD non plus, et l'info qui est présentée, la seule info nécessaire, c'est de savoir à quel niveau on est de tir, et c'est les doigts de la main qui sont ouverts comme ça. Donc pas besoin de HUD pour comprendre ça, et la couleur du tir aussi. On fait ok, mais là c'est facile, il n'y a que une info à montrer. Donc ici dans Halo, je sais pas lequel c'est pas le 1 je pense. On a une interface old school avec les chiffres, les machins et tout. Et on a quand même des munitions sur le gun, ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est mis en contexte, c'est pas quelque chose qui sort le player de l'interaction. Et en plus, ils ont fait un effort, pas très énorme, mais quand même,
de faire que le HUD old school ressemble à un casque. Et dans Halo, on est un guerrier qui a un casque. Donc il y a quand même un effort là-dessus, donc tout n'est pas perdu. Là c'est Trackmania 2, ça c'est un peu un contre-exemple, pour voir dans l'extrême. Ok, les joueurs de Trackmania ont sans doute envie d'avoir plein d'infos, mais je suis pas sûr qu'ils aient besoin de plus dire de ça, ce qu'il y a à l'écran là. Et donc comment ça se passe dans notre jeu, qui est un jeu qui ressemble un peu à Trackmania en termes de scoring et en termes d'information. On peut pas extraire trop ce qui se passe. Donc on a déjà mis le texte en minuscule, concentrer l'information là où le joueur regarde. C'est la bande où le joueur regarde ici. Tout ça il regarde, ça sert à rien d'utiliser. Ça c'est des infos qui servent à d'autres gens qui regardent. Quand on joue on s'en fiche de ces infos là. Et le HUD est dynamique. HUD c'est Heads Up Display. Et il bouge en fonction de la moto, et on a pris la décision de prétendre que, comme Hyper Run est un sport, le jeu est comme si on regardait une chaîne de télé qui rediffuse le sport. Je sais pas si vous voyez dans le foot ou dans les sports où il y a des avions ou des trucs comme ça, ils ont des interfaces dynamiques qui suivent les avions. On a décidé de faire la même chose, et que c'était suffisamment accepté pour dire, nous voilà, c'est un sport qui passe à la télé. On a même le watermark, comme quand on regarde des séries téléchargées de la télé ici. Et d'ailleurs, je vais y revenir sur le fait de mettre des marques sous peu. Ici, une petite note sur le post-process. On voit souvent aussi des abus de post-process, toujours dans cette idée de comment avoir de l'impact, par exemple. Donc là, on va faire un super de machin numérique. Sauf que la personne qui fait ça, elle a juste mis le slider au maximum. Je crois que c'est Crysis 2, en vrai c'est Crysis 2 ou 3 quand on se fait tirer dessus. Et c'est atroce, on peut pas jouer comme ça fait juste très sale et ça fait pas fin. Alors que là, par exemple, il y en a, bon peut-être que ça passe pas très bien sur le vidéoproche, il y en a, mais l'effet est très subtil. On voit le bord jaune ici, ça suffit en fait. C'est pas nécessaire de faire que l'effet soit sale. Parce que l'effet ici c'est de l'aberration chromatique, et l'aberration chromatique c'est censé être une simulation des caméras du siècle dernier. Donc c'est un effet aussi subtil que ça, et ça marche largement. Ensuite, d'autres exemples dans le level design. Ah ouais, ça c'est dans Die Hard. Au début, je sais pas si vous vous rappelez, il y a la voiture qui tombe là. Et je sais pas si vous vous rappelez non plus, vers la fin du film, quand tout est fini, il y a une scène au même endroit, et la voiture de flic est toujours tombée. Et ça c'est un exemple de persistance. J'ai volé ça à Brandon Chung, d'une de ses démos de la GDC. Mais je trouve que ça m'a lancé sur pousser la réflexion en dehors de l'interface, et voir si ça pouvait pas s'appliquer, donc comment donner de l'impact aux choses, par des mini-détails. Donc toujours Brandon Chung dans ses jeux. Ça c'est une table remplie de papier, de passeports, de machin, qui sert à rien du tout. Elle sert juste à être observée, mais pourtant elle donne de la profondeur à l'histoire. Elle explique qu'on va sans doute préparer un cambriolage, qu'on est sans doute complètement hors la loi. Et aussi dans son dernier jeu, Quadrilateral Cowboy, il a carrément poussé le truc en mettant des petites notices ici minuscules, plutôt que des tutoriels qui à l'écran, cliquez machin, pop-up, ok. Il met des notices d'utilisation, comme si les usines de fabrication avaient mis ça sur leur matériel. Et donc peut-être que c'est moins direct pour le joueur, mais en tout cas quelqu'un qui lit ça et qui comprend ça, après c'est bon, il l'a appris. Ensuite, dans le level design, sinon, inspiré de la vraie vie. On voit dans les jeux, enfin non, je vais plutôt commencer par la réalité. Donc dans la réalité, il y a des marques partout. Tout les marques, tous les vêtements, tous les chaises, les machins, tout les marques. Et tout est abîmé. Il n'y a rien de neuf. Même quelque chose de neuf, il reste neuf, longtemps, il reste neuf. 3-4 rapidement, après c'est fini. Donc bon, bah merci Substance Painter, ça c'est réglé. C'est un logiciel de texture qui nous permet de faire des choses abîmées très facilement. Mais par contre, il n'y a pas de marque dans les jeux vidéo toujours. Ça c'est dans Doom. Le dernier, je crois, est le 3. Et ben c'est intéressant qu'il y ait des marques, parce que ça crée de la persistance, comme la voiture de Die Hard, qui est toujours là au début, toujours là à la fin. Mettons, si toutes les pièces en métal
ont la même marque dans votre jeu, les joueurs ils vont le capter, ou ceux qui vont le capter vont trouver ça génial, ils vont s'inventer l'histoire de votre monde, ils vont trouver ça persistant. Et votre monde va gagner en ampleur, en importance. Cette slide-là, pourquoi j'ai mis des trucs de drogués? C'était tiré d'une slide de quelqu'un de Arkane, qui est lead level design, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il expliquait que en éparpillant des scènes dans l'univers, qui n'ont pas de sens, qui servent à rien, qui n'apportent en soi rien au jeu, on augmente énormément la persistance du monde. Donc petite liste de jeux qui sont très bons à ça, à mettre des mini-scènes avec des mini-histoires dans leurs jeux: Dishonored, Bioshock, Far Cry 3, The Witness et Jazzpunk. Il y en a d'autres sans doute, hein, comme ça. Un exemple de notre premier jeu aussi, après avoir fait cette conclusion l'année dernière dans MacGuffin, on avait une salle où il faut activer des choses sur des ordinateurs dans des bureaux. Et c'est une série de bureaux où il faut faire des opérations. Au lieu d'avoir le même bureau répété tout le temps, on a décidé de donner une identité à chaque bureau, en réalité. Donc déjà sur les bureaux, on a le nom des mecs qui travaillent. On les revoit jamais ailleurs dans l'histoire, mais ils sont là. Et ensuite, il y a des sons spécifiques à chaque salle, il y a des éclairages spécifiques à chaque salle. Ici, on peut lire des documents dans des cartons. On peut se rendre compte que le tableau ici de Richard Nixon a été détaché du machin. Donc on peut creuser autant qu'on veut, comme dans la réalité. Si on entre dans le bureau de quelqu'un, on ouvre la porte, on commence à fouiller, on comprend des choses. Je sais pas quoi, mais en tout cas, offrir cette possibilité crée de la profondeur. Ensuite, dans les interactions, donc là, Half-Life 2, je pense que quelqu'un d'entre vous a joué, pas sûr, mais tout est interactif. Dans le jeu, toutes les réactions possibles ont été pensées. Béton contre bois, bois contre métal, tous les matériaux, bois dans l'eau. Chacun a une interaction spécifique, en son, en FX, donc en effets spéciaux, et dans les physiques aussi. Et c'est super important que ces petites choses-là, ces petits détails, de fait d'avoir des étincelles différentes quand on est béton contre béton ou béton contre métal, ça crée du réalisme et de la profondeur dans le monde. Et je parle pas de réalisme, visuel, je parle de réalisme que le joueur croit en l'univers. Aussi, un autre point, là je reprends Hyper-Run, notre jeu. J'ai lu 12 Principles of Animation de Walt Disney. C'est un peu long, mais il y a plein de principes assez intéressants qui se recoupent avec le monde du jeu vidéo. Parce que dans le jeu vidéo, je parle pas d'animation de personnages ou de choses comme ça, je parle pour résumer simplement, le principe d'animation de Walt Disney, c'est de tout considérer comme un sable. Donc si je fais ça avec un sac de sable, il va s'étendre et le poids va se mettre au fond. Et c'est ce que j'ai fait avec la moto ici de Hyper-Run. Quand on accélère, la moto s'étend, et le joueur ne le voit pas spécialement parce que c'est que pendant quelques frames, mais il le sent. Et on va appliquer ce principe-là à plein d'autres choses. Quand il retombe, il y aura un mini effet de ressort, comme un sac de sable qu'on pose, il fait... Donc assez intéressant aussi de traiter ces mini-détails de la réalité et de les mettre au jeu. Et ça crée vraiment une largeur de monde. Les gens vont pas le savoir consciemment, mais ça va donner de l'impact au jeu, ça va le rendre plus grand. 2 minutes. Tu m'as l'air très bonne, non? C'est bon. Là, sur les interactions, je ne vais pas répéter des choses qui ont déjà été dites. Donc il y a 2 vidéos, Juice It or Lose It et The Art of Screen Shake, qui sont super importantes à regarder pour ceux qui font des jeux, sur comment ajouter ils appellent ça de la juiciness. C'est tout ce dont je viens de parler aussi. C'est des c'est du feedback. Dès que le joueur fait quelque chose, c'est des mini-choses sympas. Et ouais, je vous incite à aller regarder. Ensuite, je vais aller vite. Là, c'est des exemples de jeux qu'on a fait avec lesquels j'ai eu le focus dans les détails, pour si j'arrivais à faire un monde plus grand que ce qu'il est. Donc ici, c'est Space Caveman. Taille du texte, petite taille du texte, ratio d'écran Panavision. Ça se fait pas trop dans le jeu vidéo de mettre des ratios d'écran comme au cinéma, mais on l'a fait et ça fait quelque chose. On a le reflet c'est un genre de cosmonaute des cavernes, et on a le reflet du gars quand il est exposé au soleil. Et tous les gens même il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué, mais tous les gens qui ont joué ont remarqué ça.
et c'était pas beaucoup de travail. Particules minuscules, donc avoir des toutes petites particules, ça donne l'impression que le reste est plus gros. Ici on ne voit pas, mais on a un dust mask, c'est un effet visuel et il est très très fin. Et pareil, ça rend le monde plus grand. On a pareil une version climatique que je présentais tout à l'heure, plus fine. Des cam shake, donc la caméra qui bouge bien comme quand on marche. Dans la vidéo, des fois la caméra est statique, donc quand on marche, la tête elle fait ça. Ensuite, d'autres exemples, pareil, particules, ombre portée très précise. Détails de modélisation, enfin c'est relatif parce que c'est un petit projet, mais il y a des mini détails sur lesquels je me suis focus parce que c'est quand même une pièce qui est relativement cube. Nuance d'éclairage pour bien se situer. Toutes les interactions du feedback, ouais, cam shake aussi, voilà. Une autre petite histoire de CD Baby, c'était un site qui vendait des CD. Et à la fin de leur lettre de remerciement d'achat, il disait est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Et il y a un gars qui a répondu ouais, je veux un squid, un calamar, c'est ça? Yes. Et donc ils l'ont envoyé au gars, ils ont envoyé un calamar séché, et le gars est devenu complètement fou, et il a fait une vidéo, ça a fait le buzz sur internet, et Derek Sivers, le créateur de CD Baby, nous dit ça. Et je pense que c'est tout à fait vrai pour les jeux vidéo et pour plein d'autres choses, mais c'est les gens se rappellent de nous et de ce qu'on fait, pas pour les choses énormes, mais pour les mini détails, les choses humaines, et les petits bords qu'on rajoute, les imperfections. Voilà. Conclusion, petite équipe ne peut pas être bonne partout, mais peut prendre des gros risques, donc peut chercher plus loin, ou se dire maintenant on va inventer une usine métallurgie dans notre jeu alors que ça n'a rien à voir, donc tout aura cette marque. Et si vous pensez aux jeux auxquels vous avez joué il y a longtemps, je suppose que vous vous rappellerez des petits détails, pas de grosses choses ou de gros tournants d'histoire. Et aussi, il faut se rappeler que les joueurs veulent un impact sur le monde, donc il faut leur donner ça, il faut leur donner leur droit d'exister dans le monde. Et plus ils en ont, plus ils ont l'impression de faire des choses dans le monde, plus ils vont bien se sentir. Et avoir du fun, qui est le but principal des jeux vidéo en général. Et aussi, pensez bien à l'importance des éléments de votre jeu ou de notre jeu aussi. Voir quelle échelle on veut lui donner. Est-ce qu'on veut faire un jeu énorme? Est-ce qu'on veut faire un jeu petit? Est-ce qu'on veut faire un jeu qui ressemble à ceci, cela? Et voilà. Fini.